Bonjour, bonjour à tous, nous sommes mardi 14 juin et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Salut Patanouk, salut Alan, salut Nerolf, salut Bad Wolfie, salut Yves, salut Andy from Normandie, salut Mitsui Saka, salut Camille, salut Holm, salut Samuel, salut Mister Biclou, et merci pour ton soutien, 8e mois d'abonnement, un grand merci à toi Mister Biclou ce matin. Salut Grolb, bon j'espère que vous avez la forme. Euh, Salut Polaire, salut Lagan, salut Swan, salut Chebayou. Bonjour, fini les vacances. Et oui, ça y est, je suis rentrée de vacances. J'avais pris une petite semaine. Donc écoute Camille, je vais très bien, en forme. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances. Donc voilà, j'ai fait le plein de concerts puisque j'étais au Primavera Sound Festival à Barcelone. Et donc, euh, et donc, du coup, première fois que j'allais à Barcelone et première fois que je faisais le Primavera Sound Festival et premier festival depuis tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Donc, autant vous dire que ça fait du bien quand même de pouvoir retrouver ce genre de choses quand on aime ça. Moi, j'adore les festivals et ça me manquait beaucoup. Voilà. Changement de coiffure, non pas vraiment. J'ai juste décidé de pas me coiffer ce matin. Donc ils sont pas attachés. C'est la seule différence. J'ai eu la flemme, voilà, ce matin. Je me suis dit, allez, on les laisse lâcher, et puis voilà. Merci Camille. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de revenir. Comme je vous disais, je suis en forme, donc je suis contente de démarrer la semaine du bon pied avec vous. On a des articles assez intéressants ce matin, assez variés. Du coup, je vous propose de vous en parler, hein. On va faire le petit sommaire ou sommarion. On va voir combien de temps je mets à en parler. On va commencer par la dégringolade des crypto-monnaies pour changer. Vous savez que les marchés en ce moment sont assez instables. Il y a le contexte géopolitique, hein, qui fait beaucoup, évidemment. Les menaces d'inflation, enfin l'inflation qui est en train de se passer, et les potentielles menaces de récession dans certains pays. Donc on va parler un petit peu sur comment ça impacte les crypto-monnaies. On va également parler de Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies ici, qui est poursuivie en justice avec une class action suite à l'effondrement de l'UST Terra, du Terra USD, hein, et de Luna. Voilà, donc on en avait parlé un petit peu à l'époque quand ça s'était parlé, et ben quand ça s'était passé, pardon. Et donc on reviendra un petit peu sur ce sujet, puisque là du coup carrément les utilisateurs et les détenteurs de ces crypto-monnaies, et ben qui sont presque mortes, hein, quasiment mortes aujourd'hui, qui ne valent plus rien, intentent un procès en justice à Binance qui permettait ces transactions. C'est assez intéressant quand finalement on revient sur le principe des crypto-monnaies qui permettait une certaine décentralisation. Finalement, on reporte la responsabilité de la perte de valeur à la plateforme qui gérait les transactions. Donc décentralisation, pas décentralisation, à voir. Donc ça c'est assez intéressant. On reviendra aussi sur un phénomène dont vous avez peut-être été victime aussi de votre côté, c'est les arnaques au CPF. Alors vous avez peut-être reçu des spams, des mails, des SMS, etc. Pour profiter de votre compte personnel de formation, là où en tant qu'employé vous cotisez pour pouvoir bénéficier de formations jusqu'à 5 000 euros, hein, au cours de l'année. Et ben il y a pas mal d'arnaques qui tournent autour. Des milliers de coups de fil, me mentionne Yann, qui les con nous dit aussi, on m'appelle tous les jours pour ça. Camille aussi a l'air d'être concernée. Moi je sais que alors j'ai des appels, mais j'ai aussi des mails qui passent dans mes spams, etc. Tous les jours. On revient,
Japaseb également a l'air touché. Bon, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne et pourquoi on a ces arnaques et qu'est-ce qu'on peut y faire ou pas y faire. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant d'en parler quand même. Et puis on reviendra et on paiera nos hommages une dernière fois à Internet Explorer avec une histoire mouvementée, hein, mais qui a quand même marqué l'histoire d'Internet. Et ben ça y est, c'en est fini hein, de ce vénérable navigateur web. Et ben ça y est, c'en est fini. C'est terminé, à part un petit support jusqu'en 2029. Mais officiellement, il n'est plus supporté nulle part. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de Meta, aka Facebook, hein, la maison mère de Facebook. Meta, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Tout simplement, ils ont décidé de lancer une académie du métaverse, c'est-à-dire vous former au métier de demain, et notamment développeurs sur ce genre d'environnement ou support technique sur ce genre d'environnement. Et tout ça en partenariat avec Simplon, un organisme de formation français. Et c'est inédit dans le monde. C'est la première initiative d'éducation à ce but-là. Donc je trouve ça assez intéressant et donc je voulais qu'on en discute. Tout simplement. Et puis on parlera aussi de Google. Vous l'avez vu du coup en titre de l'émission ce matin. Il y aurait un employé de Google qui aurait déclaré que l'intelligence artificielle sur laquelle il travaille aurait développé une conscience, aurait atteint le stade de conscience et d'être conscient tout simplement et voudrait protéger les droits de cette intelligence artificielle qui est capable donc a priori de penser par elle-même avec un niveau de développement équivalent à un enfant de 7 ou 8 ans. C'est quand même pas mal. Donc on verra un petit peu de qu'est-ce qu'il en retourne. Est-ce que cet avis est partagé par l'ensemble des experts et le reste de Google? Peut-être pas. A priori non. Et donc on en parlera ensemble. Il a parlé de sensibilité, tout à fait. Il a développé une sensibilité. Et puis on terminera avec Elon Musk qui s'apprête à s'adresser pour la première fois aux employés de Twitter officiellement lors d'un appel vidéo qui aurait lieu jeudi prochain, donc très très rapidement. Ça sera la première fois qu'il répondra aux questions potentiellement des employés de Twitter. Donc ça sera intéressant à suivre. Voilà. Voilà pour le petit programme, j'espère qu'il vous plaît. On essaiera de faire un petit comeback parce que du coup ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé dans la chatroom et donc ça m'intéressait d'avoir un petit peu de temps pour prendre vos questions sur tout et n'importe quoi, que ce soit l'actualité tech, mes vacances, les dernières séries que vous avez regardées. Nous on en a commencé quelques-unes avec Jérôme, parce il y a notamment For All Mankind sur Apple TV qui a repris, il y a The Boys qui a repris également, donc on pourra parler de ce que vous souhaitez dans le Cornfac en fin d'émission. Voilà. Voilà en tout cas pour le programme, je vous propose du coup de commencer tranquillement avec le Kawa. Et voilà, je vous propose, je vais pas louper le Sommarion, ben non, c'est bon le Laurent, t'es toujours dans les temps, et là on commence le premier article du coup du Kawa ce matin, et comme je vous le disais durant le Sommarion, on va parler un petit peu de la dégringolade, énième dégringolade des crypto-monnaies, et puis plus particulièrement le Bitcoin, de nouveau, voilà, perçu un peu comme l'actif le plus sulfureux de la planète. Le Bitcoin ne ravit pas les personnes qui sont averses au risque actuellement, puisque ça ne va pas très très bien dans sa valorisation. À l'heure de l'article qui est paru hier soir, il affichait une chute de 13% de sa valeur en 24 heures à peine. Voilà, et le Bitcoin, la chute du Bitcoin a entraîné dans son sillon
La chute également du Solana qui dégringole de 20%, de l'Ether qui lui dégringole de 17%, le Cardano qui lui dégringole de 15% et le Binance Coin qui perd 14% de sa valorisation. Assez intéressant puisque finalement quand on regarde un peu le paysage des crypto-monnaies, du coup, ça veut dire que le marché crypto évolue actuellement sous le seuil des 1000 milliards de dollars contre 3 fois plus en novembre 2021. Voilà. Donc tout ça, c'est pour mettre en perspective, évidemment. On sait que le climat actuel est très compliqué, hein, géopolitiquement parlant. Ça ne plaît pas au marché traditionnel et donc ça impacte également, on voit hein, finalement que les crypto-monnaies ne sont pas non plus complètement déconnectées de la réalité ici. Et donc, ils sont impactés par le climat qui averse au risque, évidemment, avec le climat de la guerre en Ukraine, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a, du coup, ces actifs numériques hein, qui sont finalement pas trop éloignés de ce qui se passe du côté des actions. Voilà, on a notamment les actions qui ont perdu pas mal leur équilibre en découvrant les dernières données de l'inflation, notamment aux États-Unis vendredi, avec son niveau le plus élevé depuis ces 40 dernières années. Donc évidemment, ça ne plaît pas du tout chez les investisseurs qui vont devenir du coup beaucoup plus prudents, ce qui ne va pas être en faveur des marchés, comme je vous le disais. Ces chiffres augmentent d'autant plus les probabilités d'intervention des banques centrales, encore une fois, sur les taux d'intérêt, ce qui va encore une fois pénaliser les investissements et prises de risque ici. Donc ça, c'est assez intéressant. On a également Celsius, la plateforme Celsius qui a été touchée par l'effondrement de l'UST qui est prétendu. Donc l'UST, on va en revenir tout à l'heure, UST, Luna, etc. On va y revenir. Cette plateforme d'échange Celsius a été pas mal touchée finalement aussi par la dégringolade de ces deux crypto-monnaies et a priori elle serait peut-être insolvable depuis plusieurs semaines. Ça n'a pas été confirmé, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on sait qui s'est passé dernièrement la société a annoncé lundi qu'en raison des conditions de marché extrêmes et défavorables actuellement, ils annoncent que Celsius suspend tous les retraits, échanges et transferts entre comptes, ce qui n'est pas quand même très rassurant. Voilà, donc on a cette annonce qui a bloqué un petit peu qui a bloqué les échanges. Voilà, donc c'est pas vraiment en faveur des crypto-monnaies actuellement. On a également des analyses, notamment Chris Burnisk, le fondateur du fonds de capital risque Placeholder, qui s'est exprimé sur ce qui se passait actuellement. Il dit que les pires moments semblent sans fin aujourd'hui. Selon lui, l'Ethereum pourrait passer sous le seuil psychologique des 1000 dollars de l'unité. Et pour le Bitcoin, il dit que il serait difficile de ne pas le voir tester la barre des 20 000 dollars ou moins. Donc voilà, il faut s'attendre quand même à un mauvais climat ici financier et d'investissement. À la fois pour les actions traditionnelles, mais également pour les crypto-monnaies. Voilà un petit peu, en tout cas, vous êtes prévenus et c'est plutôt compliqué. Alors, je voulais vous rementionner un petit peu ce qui s'était passé il n'y a pas si longtemps avec UST et Luna. Alors, pour rappel, ce qui s'est passé, donc attendez, je reprends mon article pour vous refaire un petit peu le déroulé. Ça s'était passé aux alentours de mai. Début mai, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grosse baisse de la crypto-monnaie Luna et celle de l'UST, qui est en fait le Terra USD. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, il faut comprendre que l'UST, c'est un stablecoin algorithmique et en fait, il ne se base pas sur une réserve de monnaie fiduciaire sur laquelle il suit son cours et qui est déposée dans une banque. Hein. Le Terra USD s'appuie plutôt sur un mécanisme d'arbitrage qui est lié à la crypto-monnaie
Luna, qui appartiennent tous les deux à la même blockchain, d'ailleurs Terra. Et donc, du coup, il va baser sa valeur et garantir, entre guillemets, sa valeur sur la valeur Luna. Et donc, a priori, ce qui se passe, c'est que lorsque le prix d'un UST passe sous un dollar, il va y avoir un mécanisme qui va échanger un UST contre un dollar de Luna. Luna est garanti sur un Luna égale 1 dollar. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la belle baisse de l'UST, ça a entraîné la baisse finalement de Luna et ça a fait une dégringolade de dévalorisation des deux crypto-monnaies, ce qui a abouti à une perte presque totale de la valeur. Et donc 40 milliards de dollars se seraient ici évaporés justement par la dégringolade de ces deux crypto-monnaies qui se sont entraînées mutuellement finalement dans cette pression baissière finalement ici dans cet événement. Voilà. Et donc ça s'est déroulé très rapidement. Hein. C'est un crash qui a fait beaucoup parler de lui. Merci GukeVA qui a offert un abonnement à Night Sarix. Un grand merci à toi pour ton soutien et d'avoir fait découvrir, de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Un grand merci à Doudidou également pour son abonnement. Un grand merci pour votre soutien dans la chatroom. Voilà, donc il y a eu ce crash qui s'est déroulé. Je vous rappelle quand même qu'un des principes des crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Donc le fait que justement, ça ne dépend pas des marchés et d'organismes centraux comme les banques. Et que du coup, ça garantit une certaine anonymité, indépendance. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que quand il s'agit de perdre la valeur de son argent, eh ben, on cherche quand même un coupable ici. Et donc, c'est ce qui a entraîné aujourd'hui une class action à l'encontre de Binance. Binance, c'est la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus importante aujourd'hui dans le monde. Et elle se fait attaquer en justice par justement les personnes, les utilisateurs qui ont malheureusement perdu la valeur avec l'effondrement de UST et de Luna. Et donc, ils attaquent Binance sous le fait que Binance aurait fait la publicité finalement de ces crypto-monnaies en vantant leur sécurité sur le fait que c'était relativement fiable d'investir là-dessus. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà un exemple de tweet de Binance et en vantant le fait que c'était complètement régulé avec une licence, que c'était supporté, voilà, et que c'était super sécure d'investir sur ce genre de crypto-monnaie, de ce genre de système. Et donc ils sont attaqués sur ce genre finalement de publicité qui aurait pu faire penser aux investisseurs en herbe, ou en tout cas aux potentiels investisseurs, que c'était beaucoup plus sécure et qu'il n'y avait pas de risque de perdre, à voir, sur ce genre d'investissement. Vu comment les cryptos semblent se casser la nouille, est-ce encore pertinent de dire que ce sont des monnaies d'avenir, question d'un ignorant en finance? J'ai envie de te dire, tout se casse la gueule actuellement, Fabrice. Donc en fait, c'est difficile d'en tenir rigueur aux crypto-monnaies. Les marchés sont particulièrement instables et le climat est particulièrement difficile, à la fois pour les crypto-monnaies, mais à la fois pour les actions. Donc en fait, ça ne va bien nulle part à l'heure actuelle. Donc c'est un peu difficile de dire, de pointer du doigt uniquement les crypto-monnaies. Un grand merci, Dr Gouraud, pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. En Belgique, on peut acheter de la crypto-monnaie, mais impossible de percevoir les bénéfices. Donc attention et prudence. Ah, c'est étrange ça. Étrange. Donc voilà, ça se passe pas très bien et c'est intéressant de se dire que finalement, même les stablecoins qui sont censés être
dans un certain sens centralisés plus, puisqu'ils sont calés sur des valeurs déjà existantes et donc être plus stables, ben finalement même ça, qui sont du coup un peu moins décentralisés que d'autres crypto-monnaies non stablecoins, même ça peut se casser la gueule et c'est pas complètement garanti en termes de valeur et d'investissement. Donc attention à vous en ce moment. Sachez que si vous faites des investissements, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc n'investissez jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt de perdre et qui vous mettrait en danger financier. Attention, moi je ne suis pas du tout une experte du sujet, donc je ne vous donnerai jamais de conseils d'investissement, mais en tout cas prenez vos précautions. Donc à voir, hein. Là c'est une classe action qui est démarrée. Il n'y a pas eu de jugement qui a été rendu. Donc pour l'instant, Binance n'est pas reconnu coupable des faits. Donc attention, hein, je vois qu'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est courant ce genre de fausses pubs, etc. Ça n'a pas encore été reconnu comme des pubs voilà, qui portaient à leurrer et à tromper les potentiels investisseurs. Donc attention, hein, le jugement n'a pas encore été rendu ici. Ouais, les marchés traditionnels ont pris cher hier aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et justement, c'est ça qui était intéressant. On s'était dit que finalement les crypto-monnaies étaient plus indépendantes que les marchés financiers traditionnels, puisque c'était décentralisé. Et finalement, elles ne sont pas si indépendantes et décentralisées que ça, parce qu'elles sont grandement impactées quand même par le climat géopolitique et ce qui se passe sur les places de marché traditionnelles. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'information. Donc les crypto-monnaies, ça se passe pas bien. Binance, la place de marché, la plus grosse place de marché des crypto-monnaies, elle aussi est sous le feu des projecteurs suite à l'effondrement des crypto-monnaies UST et Luna. Donc à voir, ça serait intéressant de suivre l'affaire et de voir si la responsabilité est reconnue ou non ici. Donc affaire à suivre, on vous tiendra évidemment au courant sur ce qui se passe sur ces sujets. Le micro est pas assez fort. Je vois qu'un commentaire sur le sujet, donc je vais attendre que j'ai mon oreillette ou la Timothée qui me confirme ça, parce que je veux pas non plus casser les oreilles des autres personnes. C'est vrai que je mets le micro peut-être un peu loin de moi. Ici, le son est bon. Ok. Bon. Je continue pour l'instant comme ça. Le son est bon. Ok. Donc Barbichou, si tu peux augmenter un petit peu ton volume de ton côté. euh, voilà. On continue et donc on va parler de ces fameuses arnaques au CPF. De quoi il s'agit, pourquoi on est victime de ce genre d'arnaque. Et j'ai perdu mes notes. Super, j'adore quand j'ai des problèmes comme ça le matin. Ok, c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous le faire un petit peu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est le CPF? Le CPF, pour rappel, c'est le compte personnel de formation qui a été lancé d'ailleurs en 2019, donc c'est relativement récent. Et à quoi ça sert? Tout simplement, ça permet, c'est un dispositif pour aider les personnes qui travaillent en France, tout simplement à développer de nouvelles compétences et à continuer à se former en parallèle de leur carrière professionnelle ou au cours de leur carrière. Et donc du coup, ils vont cotiser, vous allez cotiser quand vous travaillez, vous allez cotiser sur ce compte personnel de formation pour pouvoir bénéficier ensuite de formation avec cet argent mis de côté que vous avez cotisé voilà, lorsque vous travaillez. Et ce qui permet ensuite de choisir une formation qui sera ensuite financée par l'État. Et donc du coup, il y a une plateforme qui est dédiée à ça, hein. Il y a une plateforme
officielle. Vous pouvez la trouver sur l'article de Numérama. Je vous encourage à faire très attention sur l'URL que vous allez utiliser pour vérifier vos informations de compte personnel de formation. C'est www.moncompteformation.gouv.fr. Là-dessus, vous pourrez vous connecter avec votre numéro de sécurité sociale ou un compte France Connect comme on a en France. Tout ça pour garantir votre identité et la sécurisation de l'accès aux données. Voilà, et vous pourrez du coup suivre qu'est-ce que vous avez cotisé un petit peu comme argent pour bénéficier d'une formation et voir vos droits un petit peu et comment ça se passe. Mais c'est vrai que depuis que ça a été lancé, on reçoit énormément soit d'emails, on l'a vu dans vos messages là dans la chatroom tout à l'heure, d'emails qui vont vous encourager à vérifier votre compte personnel de formation et où est-ce que vous en êtes, et donc à vous loguer potentiellement sur des sites frauduleux qui vont récupérer vos identifiants pour ensuite détourner cet argent-là avec des fausses formations. Voilà, pouvoir bénéficier finalement de ces fonds que vous avez cotisés pour faire des fausses formations et juste retirer l'argent finalement. Donc ça, c'est assez problématique. Vous avez des coups de téléphone aussi qui sont sur le sujet. Donc on est pas mal spammé. Entre 2020 et 2021, il y a eu 4948 signalements d'arnaque au CPF qui ont été remontés au service de l'administration. Et ça, c'est seulement celles qui ont été signalées. Moi, par exemple, comme je vous le disais, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des emails, j'en continue à en recevoir, mais je n'ai jamais fait de signalement. Donc ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg ici sur ce type de signalement. Et donc, comment ça se fait qu'on reçoit ces messages? Donc, comme je vous le disais, cet argent qui est dormant attire les escrocs. Ils cherchent tout simplement à bénéficier de l'argent que vous avez cotisé sur votre compte. Donc vous recevez des mails, des messages, voire des appels téléphoniques, tout simplement, comme je vous le disais, pour vous inciter à vous connecter sur une plateforme frauduleuse et récupérer vos identifiants de CPF. Et donc, depuis 2019, malheureusement, le CPF alimente un réseau de malfaiteurs. Et donc, ils vont tout simplement, tout le but, c'est vraiment de vous faire vous connecter à une fausse plateforme et ensuite leur permettre donc de récupérer les accès et qu'ils puissent bénéficier de la somme allouée au CPF dans une formation bidon et récupérer tout simplement l'argent. Donc là, un exemple un peu de mail que vous auriez pu recevoir. Donc là, c'est un exemple vraiment de mail frauduleux où ils expliquent un petit peu c'est quoi vos droits au CPF et de vérifier votre éligibilité tout simplement pour faire vous connecter et récupérer vos informations personnelles ou vos identifiants. Voilà, donc attention à vous ici. Et le problème, c'est vrai que les organismes certificateurs sont peu regardants dans le processus des vérifications de formation et voir si la formation elle est valide ou pas et qu'elle devrait bénéficier du CPF ou non. Et donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça encourage finalement les formations bidons. Comment ces malfaiteurs obtiennent votre numéro? Alors, ça peut se faire par différents moyens, mais ça peut être récupéré sur le web. Si vous avez mis vos coordonnées accessibles sur le web, vos informations ont pu être malheureusement récupérées lors d'une fuite de données. Voilà, donc vous pouvez vérifier également si votre adresse mail a fuité sur des sites comme Have I Been Pwned, qui est assez célèbre et qui va vous permettre de savoir si votre email a été partagé, utilisé, etc. Et pour les bloquer, est-ce qu'il y a des moyens, des recours auxquels vous avez accès? Il n'y a pas vraiment de choses définitives malheureusement pour empêcher les arnaques. La meilleure manière de faire, c'est lorsque vous recevez ce genre d'email, de ne pas forcément cliquer sur les liens, mais aller vous rendre directement sur le site internet officiel. Ici, comme ça, vous pouvez vérifier vos droits, vous pouvez vérifier où vous en êtes sans passer par un email ou un lien qui serait un peu douteux.
Et de toute façon, si vous avez une information importante sur votre CPF, ce sera disponible sur la plateforme. Voilà, donc attention à ça. Vous pouvez signaler encore une fois un démarchage téléphonique frauduleux ou abusif sur le site Signal Conso. Donc ça, c'est pas mal si vous souhaitez signaler ce genre de démarche. Vous pouvez également vous inscrire sur Blocktel, qui permet tout simplement d'être rayé de la liste des numéros ouverts aux appels commerciaux. Je pense que je vais le faire d'ailleurs, parce que alors, je suis démarchée entre les opérateurs téléphoniques, Internet, etc. Je suis démarchée constamment. Donc je pense que je vais le faire, moi, rapidement. Mais malheureusement, ça n'empêchera quand même pas complètement les escrocs de continuer à vous contacter avec des nouveaux numéros, même si vous bloquez les anciens, ils ont l'habitude de changer les numéros pour justement passer au travers des filtres. Vous pouvez également dénoncer un lien ou une adresse mail frauduleuse sur Signal Spam ou Pharos. Il y a également des sites tels que Phishing Initiative créés par Orange Cyberdéfense qui permettent de tester un lien afin de savoir si celui-ci est un piège. Donc ça peut pas mal vous rassurer. Mais dans tous les cas, comme je vous disais, la meilleure manière de ne pas prendre de risque, c'est de vous connecter sur le site officiel. Vous avez l'URL dans l'article de Numérama ici pour connaître vos droits et accéder à la plateforme officielle. Oui, les arnaqueurs ne respectent pas Blocktel, évidemment, ça ne m'étonne pas. Mais en tout cas, si vous avez d'autres démarchages commerciaux qui ne vous intéressent pas forcément des arnaques, vous pouvez quand même vous inscrire sur Blocktel. Voilà. Oui, je vois Fabrice qui précise, les appels n'émanent pas de l'État, mais de faux organismes de formation. Tout à fait, hein. C'est pas l'État qui essaye de vous arnaquer. Ils n'ont pas intérêt à faire ça. Non, non, l'État, au contraire, va financer ces formations. Donc, ils n'ont aucun intérêt que les formations soient bidons ou que les Français soient arnaqués sur ce sujet-là. Au contraire, c'est un avantage, normalement. Le CPF, c'est un avantage qui vous permet de continuer à vous former au cours de votre carrière professionnelle. Donc, c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, on ne passe plus toute sa carrière professionnelle dans le même poste. Et donc, il y a cette notion de devoir constamment apprendre, se former, rester flexible et en apprentissage constant. Et donc du coup, pour encourager ça, ils avaient mis en place le CPF, qui est encore une fois quelque chose de positif. Maintenant, que ça soit détourné par des arnaqueurs pour tirer parti de l'argent que vous avez cotisé, ça c'est un vrai problème, mais c'est pas l'État qui vous appelle, qui vous envoie ses spams, etc. Attention, je pense que c'est important de clarifier. On peut critiquer plein de choses hein, du gouvernement, mais là, quand même, faut pas exagérer. Voilà. Donc voilà, le réflexe, c'est de ne jamais s'affoler quand vous avez un email, quand vous recevez un email qui vous dit attention, vos droits au CPF vont expirer, vérifiez maintenant votre éligibilité ou bénéficiez maintenant de votre somme d'argent X. Tout ça, c'est pour déclencher de l'émotion chez vous et de vous faire déclencher un clic sans trop passer de temps à réfléchir et à analyser le message que vous venez de recevoir. Au contraire, quand vous recevez ce genre de message, passez un peu plus de temps à analyser et allez vous connecter vous-même sans cliquer dans les liens du mail, allez directement naviguer sur le site officiel pour sécuriser vos informations. Voilà. Et ça, c'est valable pour les mails de banque, etc., etc. aussi. Hein. Un email de banque ne vous demandera jamais vos identifiants non plus, voilà, ou avec un lien pour vous connecter. Vous pourrez y aller directement. Voilà. Donc voilà pour l'information. J'espère que ça apporte un petit peu de lumière sur ce type de pratique et sur comment vous en protéger, même s'il n'y a pas de méthode complètement bulletproof ici, hein, mais que ça vous éclaire un petit peu sur les mesures et les précautions qu'il faut prendre sur ce sujet. Badou Wolfi nous dit pareil, même démarche si votre conseiller bancaire vous appelle car vous avez eu une fraude sur votre compte, raccrochez, vérifiez par vous-même. Ouais.
Moi, par exemple, j'avais reçu un email de fichage de Banque de France. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Donc du coup, moi, mon premier réflexe, ça a été d'appeler mon conseiller, donc j'avais son contact, et d'appeler mon conseiller pour qu'il me confirme ou pas le message que j'avais reçu. Voilà, quand vous avez un doute, quand il y a des choses importantes comme ça, pour votre tranquillité d'esprit, trouvez des manières de vérifier l'information que vous recevez. Et évidemment, j'avais cliqué sur aucune chose de cet email. Et c'était un vrai email. Et il paraissait assez véridique. Et oui, pour la petite histoire, j'ai été victime d'une usurpation d'identité, donc c'est pour ça que j'ai été, que j'ai eu ce problème-là. Et croyez-moi, c'est pénible. On continue, et cette fois-ci, c'est pour rendre un dernier hommage à Internet Explorer, notre fameux navigateur web historique, voilà, qui a évidemment fait place à Microsoft Edge hein, dernièrement. Qu'est-ce qui se passe mercredi 15 juin, donc demain, le navigateur Internet Explorer cessera définitivement de fonctionner sur tous les PC Windows. Ça y est, et donc on a carrément Microsoft qui l'avait rappelé hein, d'ailleurs dans un article de blog du 19 mai dernier. Ils avaient dit que nous annonçons que le futur d'Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge. Donc officiellement, ils entérinent la transition ici et le retrait d'Internet Explorer. Voilà. Ici, l'impact, il est quand même, on va se dire, plutôt léger, puisqu'en avril dernier, quand on regardait un petit peu les parts de marché sur les navigateurs, on voyait que Explorer était, la part de marché d'Explorer était de 0,39% pour 64,34% à Chrome. Donc voilà, on n'est quand même pas sur des parts de marché comparables ici, hein, pas du tout, et c'est plutôt rassurant, puisque justement Internet Explorer est en retrait depuis maintenant pas mal de temps, et Microsoft avait déjà annoncé dès août 2021 que tous les produits maison, hein, comme Microsoft 365, Outlook, Teams, etc., ne fonctionneraient plus avec Internet Explorer. Donc ça fait maintenant un petit bout de temps qu'ils amorcent la transition et qui préparent un petit peu le public justement à ne plus utiliser, ne plus compter sur Internet Explorer. Mais c'est pas aussi simple de le dire et de l'appliquer complètement. Ce qui va se passer, c'est que Microsoft Edge va quand même posséder un mode Internet Explorer conçu pour assurer la compatibilité avec les sites et les applications qui sont encore basées sur l'ancien navigateur de Microsoft, et ce jusqu'au au moins jusqu'en 2029. Hein, voilà, donc il y a encore un répit ici, in extremis, un répit jusqu'en 2029 avec Microsoft Edge et son fameux mode Internet Explorer. Donc pas non plus de panique à ceux qui n'ont pas mis à jour leurs applications. Ça laisse quand même pas mal de temps. J'espère que quand même d'ici 2029, on aura arrêté ce type de service ou qu'il n'y aura plus de service critique qui dépendra d'Internet Explorer. Donc ça laisse quand même 8 ans euh, aux, enfin 7 ans à peu près, plutôt, aux développeurs pour moderniser leur application. Voilà. C'est les DevOps qui sont les plus contents, ceux qui continuent à maintenir IE, ouais. Ouais, il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus, hein, mais ouais. Donc voilà. Et pour rappel quand même, Internet Explorer a vraiment marqué l'Internet, hein, l'histoire d'Internet, puisqu'il a marqué l'arrivée d'Internet sur les PC des utilisateurs dans les années 90. Voilà, et pour rappel, le logiciel faisait partie du pack proposé avec le système d'exploitation Windows, ce qui lui a carrément permis d'avoir un avantage auprès de la compétition, hein, puisqu'il était installé par défaut, et il devient d'ailleurs le navigateur le plus utilisé en 2004, hein, 95% de part de marché en 2004. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand même, 12 ans. Non, attendez. Attendez, on est en 2022.
18 ans. 18 ans. Ouais, c'est quand même. Ça commence à faire. J'avoue. Ça commence à faire. Mais bon, ouais, c'est vrai, les années 2000, ça me paraît pas si loin. Pour, les, pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ouch. Mais voilà, donc 95% quand même de part de marché en 2004, c'était quand même un pilier d'Internet et très loin devant Netscape, Mozilla Firefox et compagnie, quoi. Mais c'est vrai qu'avec la montée en puissance des iPhones et à partir de 2007, évidemment, ça va mettre à mal cette domination. Et c'est Google qui va s'imposer avec Chrome. Il va tellement s'imposer que carrément Microsoft Edge adoptera également le moteur Chromium de Google en 2020 et abandonner la technologie de Microsoft héritée d'Internet Explorer. C'est pour dire quoi. Donc un échec aujourd'hui, hein, puisque Edge, en termes de part de marché, pour rappel, monte uniquement à 4,05 parts de marché aujourd'hui. Pour rappel, Chrome est à 64,34% de part de marché. Donc on a une différence de plus de 60% de part de marché entre les deux navigateurs. Voilà. Donc voilà, petit hommage à Internet Explorer qui a marqué une certaine génération, on va dire, peut-être pas vous dans la chatroom, mais moi oui. Voilà, et donc on peut lui dire au revoir. Et, euh, et voilà, c'est une page qui se tourne, tout simplement. Voilà, voilà. On continue tranquillement. On continue avec Meta, Meta, maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram, qu'on connaît bien puisqu'on en parle pas mal, assez souvent dans le mug évidemment. Petit ange parti trop tard. T'es des nuages, c'est tellement ça. Petit ange parti trop tard. Il a mis trop de temps, ouais, 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 non, mais on est d'accord là-dessus. Mais ça fait quand même quelque chose, quelque chose. Edge est un enfer pour les agences digitales. Il présente des bugs qui lui sont propres sur nos sites web. C'est long à débugger juste pour lui. Je sais pas, j'avoue que j'utilise pas Edge. Je m'y intéresse pas. Donc voilà. Donc on revient, on enchaîne sur Meta. Meta, donc maison mère de Facebook. Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Eh ben, une initiative assez innovante, complètement nouvelle pour Meta, puisqu'il s'associe à l'école Simplon.co, spécialiste du numérique et de la formation, au travers d'une académie du métaverse. C'est quoi une académie du métaverse? C'est quoi leur but? Tout simplement, ils vont ouvrir des formations gratuites à partir de la rentrée scolaire 2022 dans 4 grandes villes françaises. Donc on a Paris, Marseille, Lyon et Nice. L'ambition est d'accueillir une vingtaine de personnes par formation. Donc a priori, voilà, à peu près une centaine. L'objectif est de former des jeunes ou des personnes en reconversion professionnelle sur de nouveaux métiers en tension, c'est-à-dire là où il y a vraiment de la demande, dans ce nouveau terrain de jeu, donc nouveau terrain de jeu du métaverse. 80%, ils mentionnent des métiers en 2030 ne sont pas encore inventés, mais on sent d'ores et déjà qu'il y a des besoins. Et ça, c'est une citation justement du vice-président de Meta pour l'Europe du Sud, Laurent Soli. Et donc, c'est vraiment le but, c'est de développer des compétences qui créent des dynamiques, développer un écosystème. Évidemment, Meta ici a tout intérêt à développer l'écosystème du métaverse puisqu'ils veulent développer cet aspect-là. C'est un de leurs nouveaux gros business évidemment. Et donc l'académie est axée sur 2 types de métiers principalement. Le premier est celui de concepteur-développeur spécialisé en technologie immersive. Ça veut dire technologie immersive, ça comprend réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte qui va allier réalité augmentée et virtuelle.
et métaverse, mais aussi l'autre rôle sur lequel ils pourront former sera celui de technicien support assistance pour la maintenance des équipements, donc support informatique ici. Voilà, et sur ces métiers, il y a déjà des offres d'emploi non pourvues, donc il y a vraiment une pénurie ici de profils pour ces types d'emplois, et ça c'est encore une fois, c'est Frédéric Bardot, cette fois-ci, cofondateur et président de Simplon, qui le mentionne. Et il n'y a pas aujourd'hui de formation gratuite accessible à tous sur ce type de sujet. Donc ça, c'est un premier angle, c'est de permettre l'accès à des formations sur les métiers de demain, entre guillemets. Et pareil pour Facebook, hein, c'est de créer tout un pool de talents qui va avoir tout intérêt à travailler sur le métaverse ou en tout cas sur l'environnement que Facebook va pouvoir proposer à travers son business, donc Meta, Métaverse et compagnie, réalité virtuelle, augmentée, mixte, etc. Et donc du coup, pendant 3 à 6 mois, les élèves sont formés à l'école de manière individuelle sur des projets. Donc il y aura du codage, programmation. Je vois pas la différence entre codage et programmation, mais c'est parce que moi je suis pas ingénieur, donc je suis pas capable de vous dire la différence. Pour moi c'est similaire, mais bon voilà. Donc ça c'est pour la première formation. Il y aura également des éléments sur la connaissance du matériel pour la seconde formation, évidemment. Puis ensuite, il continuera en alternance entre 12 et 18 mois avec des entreprises partenaires. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment pour Meta et Simplon de trouver des entreprises partenaires avec lesquelles ils pourront faire ce type d'alternance ici. Donc ils sont en train de solliciter des grandes entreprises, des agences médias et également des sociétés technologiques et des startups pour pouvoir avoir des opportunités d'alternance dans ces boîtes-là. Au terme de la formation professionnelle, ils auront une certification qui sera reconnue par l'État et équivalente à des bacs plus 2 ou bac plus 3 en fonction de la formation ou de la durée. Voilà, donc pour accéder à la formation ici, pas de prérequis spécifiques, pas de diplôme spécifique à avoir. L'idéal, c'est d'avoir quand même quelques notions de codage pour les étudiants, mais ça peut être aussi autodidacte, hein. Il y a pas mal de choses en ligne à disposition pour comprendre les principes de base du codage. Et ensuite, les étudiants seront sélectionnés. Donc les étudiants qui pourront participer à la formation gratuite seront sélectionnés sur la base de challenges et d'entretiens sans forcément regarder leur CV. La formation se veut également inclusive. Donc l'objectif est d'avoir 30% de femmes ici dans la formation. Il y a un vrai objectif de féminiser ces professions, de les rendre accessibles aux femmes. Voilà. Donc ici, c'est Meta qui va financer la formation, rédaction du programme, recherche des entreprises partenaires, etc. Ils vont fournir également des équipements. Et puis Simplon, de son côté, va faire appel aux aides publiques traditionnelles. On n'a pas d'informations sur le coût total de ce programme en tant que tel, mais il se chiffrerait à peu près à quelques centaines de milliers d'euros pour Meta, puisqu'on a quand même l'information que le coût moyen pour une formation chez Simplon pour un étudiant, c'est environ de 10 000 euros. Voilà, donc si on multiplie avec le nombre de participants dispersés dans les 4 villes, plus des coûts pour trouver des entreprises partenaires, etc., on peut arriver à ce genre de montant pour Meta, une centaine de milliers d'euros a priori. Voilà, donc il s'agit de la première académie sur ce thème lancée par Meta en France, mais également dans le monde. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme initiative ici d'avoir cette information. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Alors, il y a Chris qui nous donne la différence justement entre codage et programmation. Il nous dit le codage, c'est l'écriture de nombreuses lignes de code afin de créer un logiciel. La programmation, c'est codage, analyse, algorithme, structure de données, résolution de problèmes. D'accord, ok. Pour moi, c'est vrai que le codage, c'était pareil que la programmation. Il n'y avait pas une notion de juste écrire des lignes de code, quoi. Parce qu'écrire des lignes de code sans un but, c'est-à-dire sans résoudre un problème, sans prendre du recul et analyser, ça n'a pas forcément de sens, mais ok. Très clair. Merci pour la petite définition, Christ. Il y a GPIF qui nous dit super, une école privée rattachée à une entreprise qui les forme uniquement à satisfaire le besoin de cette dite entreprise. Un vrai rêve de Startup Nation.
Oui et non, j'ai pif. Je comprends, et ils prennent des aides publiques de mieux en mieux. Oui et non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'ai des réserves. J'ai les réserves évidemment que tu mentionnes. Il faut se dire quand même que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et ce genre de choses, c'est pas des choses qui vont complètement disparaître du jour au lendemain ou qui sont valables uniquement chez Facebook ou chez Meta. Et il y a pas mal de sociétés qui vont se lancer sur le sujet. Donc je pense qu'il y a une pénurie de talent. Et donc Meta prend les devants ici parce qu'ils ont des besoins et donc ils vont carrément créer la ressource pour répondre à ce besoin. Mais ce n'est pas les seuls qui vont en avoir besoin. Donc je ne suis pas aussi catégorique que toi dans l'analyse de ce qui se passe. Merci beaucoup Manon pour ton abonnement, 20e mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien. Oui, c'est vrai, au Deluxe, quand tu fais du HTML, CSS, tu codes, mais tu ne programmes pas, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ah, les définitions décrites venaient du site A Way to Learn X. Merci pour l'info. Donc c'est pour ça, ouais, je suis pas aussi catégorique que toi, j'ai pif. Je comprends la méfiance et je pense qu'il faudra se renseigner correctement justement sur quel est le plan du cursus, des deux cursus, hein, et voir comment c'est géré. Mais déjà, l'aspect positif, c'est que ça ne sera pas uniquement formé pour Meta, mais sur un domaine qui sera utile à Meta et à d'autres entreprises. Il y aura carrément une alternance, donc tu seras dans l'environnement professionnel, pas dans l'environnement professionnel lié à Meta, mais dans des entreprises partenaires. Donc, tu auras une expérience professionnelle en dehors de Meta. Donc, tu vois, tu n'es pas fermé et complètement étouffé par Meta. Donc voilà, et ça rend accessible à une formation pour des personnes, pour des jeunes qui sont intéressés sur le sujet ou des personnes en reconversion professionnelle. C'est des opportunités supplémentaires. Donc moi, je trouve ça intéressant. Mais je suis d'accord qu'il faut bien se renseigner, mais je trouve ça quand même intéressant. Et exactement, Christ. Moi, j'ai vécu l'autre problème, c'est-à-dire que les écoles publiques ne forment pas forcément aux contraintes du monde du travail. Euh, et, et, et donc, en fait, tu t'éclates pendant tes études et tu arrives sur le monde du travail et tu es là, mais j'ai pas appris ça, on m'a pas appris à travailler comme ça, etc. Et donc, t'es pas forcément préparé et tu peux prendre une claque. Moi, ça s'est plutôt bien passé quand j'ai commencé ma carrière, mais il y a quand même eu une claque, hein. J'ai dû me former sur mon premier boulot. Fallait s'accrocher, quoi. Parce que entre l'attente de l'entreprise et à la sortie de l'école, il y avait quand même un gap, hein, de compétences. Et il y a Yann qui partage son expérience et c'est assez intéressant. Il nous dit dans beaucoup de formations, tu as du sponsoring et une seule entreprise qui donne du matos. Par exemple, en réseau, on bossait tous sur du Cisco, mais au final, c'est pas si pénalisant. Donc voilà, donc c'est gagnant-gagnant aussi, quoi. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un intérêt toujours pour l'entreprise, mais c'est gagnant-gagnant quand même. T'es pas, t'es pas lié contractuellement parlant à aller travailler chez Meta ensuite. Donc c'est à eux à rester attractifs pour attirer les talents. Et en effet, cette école ne bloque pas l'entrée à un certain cursus, diplôme, curriculum vitae, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et tu sors quand même avec une certification agréée par l'État, enfin reconnue. Donc non, non, moi je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. On peut reprocher beaucoup de choses au méta, et notamment il y a une vraie mauvaise perspective autour de la marque, et c'est une chose voilà, réelle. Maintenant, il ne faut pas non plus complètement cracher sur tout ce qu'ils font, quoi. Voilà.
Et Manon dit aussi quelque chose de très très intéressant, et ce sera le dernier commentaire que je partage, mais je le trouve vraiment très intéressant. Quand on est dev, c'est pas le langage qui fait tout, c'est notre capacité à en tirer le meilleur, tout à fait. C'est la réflexion derrière qui est encore plus intéressante, et la capacité d'apprendre. Regardez, les langages évoluent, meurent, il y en a de nouveaux qui émergent. Regardez Flash qui n'existe plus. Et il y en a d'autres qui sont arrivés depuis. Donc voilà, c'est pas le langage en tant que tel qui importe. Bref, voilà, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Mais voilà, je pense on en a fait le tour. Je vous propose de continuer avec les deux dernières news que je voulais mentionner aujourd'hui. Et c'était du côté cette fois-ci de Google, l'avant-dernière que je vais mentionner. C'est notamment un ingénieur de chez Google qui a été suspendu après avoir affirmé que l'intelligence artificielle sur laquelle il travaille aurait atteint une sensibilité, un état conscient, voilà, en tant qu'individu. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. L'intelligence artificielle, c'était Lambda, L-A-M-D-A, qui en fait veut dire Language Model for Dialogue Applications. C'est un modèle de langage qui pourrait être utilisé dans des outils tels que Google Assistant, donc vous connaissez. Hein. L'ingénieur a notamment informé que cette IA, cette intelligence artificielle, serait comparable en tout cas à un enfant de 7 à 8 ans ici. En tout cas, d'après les échanges il a pu avoir avec Lambda. Donc Lambda, c'est un réseau neuronal, c'est-à-dire qu'il acquiert des compétences en analysant de grandes quantités de données. C'est un domaine de l'intelligence artificielle qui est en pleine évolution et les réseaux neuronaux sont capables d'apprendre à partir d'une quantité immense d'informations et de plus en plus. Donc c'est ça qui est intéressant, qui décuple un petit peu les capacités. Et donc du coup l'ingénieur en question, qui s'appelle Blake Lemoine, donc voilà, a affirmé que Lambda, de son point de vue, serait comparable à un enfant de 7 ou 8 ans. Il a notamment partagé des extraits de conversations qu'il a entretenus avec le modèle de langage. Il souhaite notamment vouloir donner la priorité au bien-être de l'humanité en déclarant ça. Et Lambda aurait dit vouloir... il aurait dit vouloir qu'on reconnaisse Lambda comme un employé de Google plutôt que comme une propriété. Donc ça c'est intéressant, vraiment la notion de reconnaissance de l'individu. Et Lambda avait notamment évoqué sa crainte d'être débranché et de demander son consentement sur les expérimentations qui sont faites sur le modèle de langage. Voilà, donc c'est ça où les différentes déclarations ont poussé l'ingénieur justement à exiger que Google demande l'accord du programme informatique avant d'effectuer des expériences. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est la déclaration d'un ingénieur. Il a été suspendu suite à ces déclarations parce que d'abord il a divulgué des informations confidentielles sur son travail d'une part parce qu'il a publié ça sur son blog personnel. Et puis il y a Google qui s'est exprimé sur le sujet. Il a dit notamment, la société le porte-parole Brian Gabriel s'est exprimé et a partagé: notre équipe composée d'éthiciens, de technologues a examiné les préoccupations de Blake conformément à nos principes en matière d'intelligence artificielle. Elle a informé que ces affirmations ne sont pas fondées. Certains membres de la communauté de l'intelligence artificielle envisagent la possibilité à long terme d'une intelligence artificielle sensible ou générale, mais cela n'a pas de sens de le faire en anthropomorphisant les modèles conversationnels actuels qui ne sont pas sensibles ici. Voilà, donc là ils ont réfuté l'affirmation de l'ingénieur. Voilà, de nombreux experts du secteur estiment qu'aujourd'hui c'est impossible, la recherche dans les modèles neuronaux n'étant pas assez avancée pour parvenir à un tel résultat d'intelligence artificielle sensible ou conscient ici. Donc c'est pas encore a priori possible. Ils sont pas assez puissants pour pouvoir atteindre cet état. Voilà.
Alors tout ça, ça apparaît aussi dans le contexte où il y a déjà eu des licenciements de deux chercheuses en éthique en intelligence artificielle, Timnit Gebru et Margaret Mitchell, qui avaient critiqué le modèle de langage de Google et ont fait grandement politique également en interne. Donc à voir si ça s'arrête là ou si on continue à avoir des informations sur le sujet. Mais voilà, on sent que ça s'agite un petit peu autour de ces notions-là. Et c'est vrai que y a Captain Captain qui nous partage quelque chose d'intéressant là dans la chatroom. Pour information, vous pouvez trouver des extraits de conversation, vous l'avez dans l'article partagé sur le flipboard de Neotech. Là, vous avez un tweet et vous avez des captures d'écran ici que vous pouvez accéder pour voir des extraits de conversation. Vous voyez le dialogue entre Lemoine, donc l'ingénieur, et Lambda, donc le modèle de conversation ici. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses, des échanges qui sont un petit peu frappants. On dirait vraiment une expression assez naturelle, hein. Voilà. Et donc, il y a Captain Captain qui nous dit que les discussions extraites sont incroyables, mais il faut rappeler que c'est un extrait choisi parmi des millions de lignes de discussion. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est des extraits choisis. Néanmoins, voilà, c'est assez fou quand même. Je vous encourage, en effet, comme Captain Captain, à aller lire un petit peu les échanges parce que c'est assez troublant quand même, quoi. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez-y, c'est juste par curiosité au moins. Oui, Yann, ce que tu partages, c'est ce que je partageais en effet. Voilà, de nombreux secteurs disent que c'est impossible et que la recherche dans les modèles neuronaux n'est pas assez avancée pour parvenir à un tel résultat. Ils ne sont pas assez puissants pour atteindre une véritable intelligence. C'est notamment ce qu'estime Yann LeCun, qui est responsable de la recherche en informatique chez Meta. Donc en effet, j'ai la même source que toi. Donc voilà, voilà, je trouve ça, on en parle souvent dans l'intelligence artificielle et je trouvais ça intéressant de vous mettre au courant. Et par curiosité, franchement, allez jeter un coup d'œil aux captures d'écran des échanges entre Lambda et Lemoine, Black Lemoine. Ça vaut le coup, quand même, juste par curiosité. C'est un petit français très sympa d'ailleurs, il est très accessible si un jour vous voulez l'inviter. Ah bah écoute Yann, bon à savoir, merci pour l'info. Intéressant. Si on fait un sujet là-dessus, et je pense qu'on en fera, ça serait intéressant d'avoir un expert sur le sujet. Merci beaucoup pour l'info. Vous êtes top dans la chatroom. Bref, dernier article, et c'est une petite brève hein, pour être honnête, c'est juste pour vous informer que Elon Musk, pour la première fois, va s'adresser aux employés de Twitter à travers un meeting à l'échelle de la boîte qui sera prévu donc jeudi matin. Voilà, c'est prévu. Et il a prévu carrément de répondre aux questions des employés de Twitter. Ce sera la première fois qu'il discute et qu'il s'adresse aux employés de Twitter directement depuis l'accord sur le fait de racheter Twitter à hauteur de 44 milliards de dollars fin avril dernier. Et c'est vrai que depuis cette annonce, Twitter a été dans un état un petit peu chaotique, hein, il faut quand même le dire. Voilà, il y a beaucoup d'employés qui se sont exprimés de manière négative sur la possibilité d'avoir Elon Musk qui rachetait la société, hein, puisque Musk a quand même été ouvertement critique envers Twitter, ses produits et ses ces politiques voilà, de modération, etc. Et d'ailleurs, il y avait le CEO Parag Agrawal qui avait pris des mesures hein, dernièrement, puisqu'il a changé certains postes de management. Il y avait Kevin Beckpour qui gérait le produit, Head of Product chez Twitter, qui a dégagé quand même. Donc c'est quand même pas rien ici en termes de changement d'organisation. Il a annoncé aussi le CEO qu'il y aurait pas mal de changements et de décisions qui vont réduire les coûts, des mesures qui vont réduire les coûts qui ont été annoncées. Voilà, donc il y a eu pas mal de choses
qui remue un petit peu et qui peut entraîner pas mal de peur du côté des employés. Également, dans les dernières semaines, il faut quand même rappeler aussi que Elon Musk avait questionné un petit peu les chiffres de Twitter en termes de nombre d'utilisateurs et avait accusé, ou en tout cas potentiellement dit, que Twitter avait peut-être un problème de faux comptes avec des bots, ce qui évidemment du coup fausserait les stats de nombre d'utilisateurs de Twitter, ce qui serait un problème, hein, parce que du coup ça veut dire que Twitter n'aurait pas autant d'utilisateurs qu'il le clame. Et donc tout ça, ça aurait pu potentiellement être fait dans un but de réduire la valorisation de Twitter pour pouvoir renégocier un deal plus avantageux pour Elon Musk. Mais bon, ici en tout cas, Twitter, eux, ont dit que de toute façon, ils obligeraient Musk à aller au bout du rachat, puisqu'il s'est engagé publiquement à le faire. À voir, mais en tout cas, ça se passe pas, c'est pas super fluide comme contexte, et les employés ont pas mal de raisons d'être craintifs ou précautionneux, ou d'avoir des questions par rapport au projet de Musk avec la plateforme. Donc voilà, je pense que c'est vraiment dans leur intérêt commun, Musk et aux employés, à la société Twitter, de répondre aux questions et d'adresser un petit peu les questions des employés, tout simplement. Je lis un petit peu vos commentaires. Voilà, donc non, ouais, Elon Musk sera pas en présentiel. Il sera en vidéoconférence. Tout à fait. Il sera pas en présentiel. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations. On vous tiendra au courant évidemment s'il y a des choses intéressantes qui fuitent sur ce Q&A qui aura lieu jeudi. Donc peut-être que vous aurez des infos par Jérôme vendredi. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de marquer ça. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, c'est la fin des News Tech, c'est la fin du Kawa ce matin. Il est 9h06, donc je vous propose de passer tranquillement au Corn Fac. Oleg, Jérôme, dites-moi si je vous dérange, hein, dans les échanges de jeux de mots qui se passent dans la chatroom, hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre ce matin, là, hein. Ça s'encourage. Enfin bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas l'émission vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce matin. Vous êtes déjà bien en forme. Et du coup, je vais rester 5 minutes avec vous, juste pour voir si vous avez des questions à poser, des discussions séries que vous souhaiteriez avoir, ou des questions sur quoi que ce soit. Tu as déjà donné ton avis sur iOS 16 au niveau graphisme design? Non, j'ai pas donné mon avis, et pour tout te dire, je suis à la bourre parce que j'étais en vacances la semaine dernière, donc j'ai juste pas du tout suivi les annonces, et il faut que je regarde la vidéo de Nowtech sur la WWDC. Vous avez commencé à regarder The Boys, la saison 3? Oui, on n'a pas encore fini le premier épisode. On a été interrompu en milieu d'épisode. Autant vous dire que c'est aussi gore, si ce n'est plus gore, que les saisons précédentes. Donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour donner notre avis. Une série à me conseiller sur Disney+, si tu es intéressé par la tech, The Dropout est intéressant. C'est une série plutôt classique, mais qui, vers le milieu de saison, est intéressante pour suivre l'histoire réelle de la société Theranos, menée par Elizabeth Holmes. C'est une société dans la santé, et comment elle a pu duper les investisseurs et sa boîte entièrement. Donc ça, c'est assez intéressant. Sinon, moi j'avoue, j'adore WandaVision. Enfin, si t'aimes l'univers Marvel, WandaVision et Loki, c'est mes deux séries coup de cœur, plus que Moon Knight, pour être honnête.
plus que Moon Knight. Après, si t'es plus Star Wars, bah, t'as évidemment Obi-Wan Kenobi, qui est pas mal pour l'instant, qui me réconcilie un petit peu avec le Obi-Wan Kenobi, justement, le personnage joué par Ewan McGregor, que je trouvais profondément nul et chiant dans les films. Mais voilà. Est-ce que tu as vu Miss Marvel et For All Mankind? Alors, Miss Marvel, j'ai pas encore commencé, mais c'est sur ma to-do. Et For All Mankind, on a vu le premier épisode. euh, Intense. Premier épisode. Il redémarre sur les chapeaux de roue. Faut dire qu'ils avaient terminé la saison 2 dans une apothéose, un gloubi-boulga d'émotions assez magistral. Donc ils étaient attendus de pied ferme pour la troisième saison. Le premier épisode est vraiment, vraiment intéressant. Donc il y a toujours un saut dans le temps entre chaque saison. Donc il y a plusieurs années, une dizaine d'années qui s'écoulent. Et donc là, pareil, hein, troisième saison, on se retrouve une dizaine ou plusieurs dizaines d'années après la deuxième saison. Et ouais, premier épisode assez fort, ouais. À ceux qui ont apprécié The Wire, je conseille vivement My Own This City. C'est sur quelle plateforme, Pole Position? On peut la trouver où, cette série? Sur Netflix, il y a à découper selon les pointillés. C'est une merveille, cette mini-série. J'en ai pas du tout entendu parler. J'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Netflix, tu me dis. À découper selon les pointillés. Ah, c'est une série animée. Alors qu'il voyage aux côtés de ses amis, un dessinateur de Rome, avec un tatou pour conscience, prend du recul sur sa vie et ses relations amoureuses. Ça a l'air pas mal. Après, je suis pas fan des dessins, mais ça, c'est personnel. J'aime bien le pitch. Ah oui, pour rappel, merci Samuel de le rappeler. Rendez-vous avec la communauté samedi à 14h30 sur le salon Vivatech. Voilà, donc vous pourrez suivre en direct aussi des interviews et la couverture du salon, ça va être super intéressant. Nerwolf qui dit il faut que je me rabonne à Apple TV et que je finisse la saison 2 de For All Mankind. La fin de la saison 2 est incroyable. C'est, je rappelle, encore une des meilleures fins de saison de série. Et rappel, de juillet à mi-septembre, il y aura un seul mug par semaine, ouais. La nouvelle saison de Ted Lasso, des infos? Non, j'ai rien vu passer sur le sujet. L'homme d'Wars, j'ai rien vu, ouais. Non, pardon, c'était T'es curieux qui posait la question. Manon dit je suis d'accord, Obi-Wan est sous-exploité dans les films 1, 2, 3 et les arcs narratifs autour de lui sont un peu light. Je l'ai préféré dans Star Wars Stories. J'ai pas suivi Star Wars Stories. Oui, oui, bah disons que dans les épisodes 1, 2, 3, ils ont réussi à faire mal jouer Ewan McGregor, qui est quand même un excellent acteur. Donc ça montre un petit peu l'incompétence de la personne qui a dirigé les acteurs, potentiellement le réalisateur. Voilà, parce que bon, quand tu sais qu'un acteur est un excellent acteur et qu'il arrive à mal jouer à ce point-là dans des films, c'est pas que de la faute de l'acteur. Il faut quand même le dire. Et FR Jess nous dit que c'est Canal. My Own City, ça doit être Canal. Et il y a Silicon Valley sur OCS, ouais. Ouais, c'est sympa Silicon Valley. C'est très intéressant. C'est une série humoristique et assez critique du monde de la tech. Très intéressant. La série sur Uber, je ne l'ai pas encore vue. Pareil, elle est sur ma to-do. Glooby Boulga a tendance à être un peu péjoratif, oui. Maelstrom, ouais. Pourquoi pas. Rocco de série française sur Canal+, il y a Visitors de Simon Astier. Ah, je savais pas que c'était de Simon Astier. Je me la suis mis aussi de côté. Petit goût de Stranger Things et X-Files, c'est top. Je l'ai dévoré ce week-end. Bah, merci pour la recommandation. Je me l'étais mise de côté parce qu'il y avait des acteurs que j'aimais bien dans.
Je sais plus qui j'ai vu. Mais je savais pas que c'était de Simon Astier. J'avais beaucoup aimé une de ses séries. Bon, je sais pas où je retrouve pas mes trucs, mais ok. La troisième saison de Ted Lasso devrait être la dernière. Ah, je savais pas. The Flight Attendant, génial sur Warner Bros. Ah oui, je l'avais vue, je sais plus où. Je crois qu'elle est aussi disponible sur Canal+, il me semble, ou quelque part sur une des plateformes que j'ai. Mais je l'ai pas regardée avec l'actrice de The Big Bang Theory. Je crois que Landscapers aussi, je me le suis mis de côté parce qu'il y a une actrice que j'adore. Je crois que c'est Olivia Colman que j'adore. Et je crois que c'est une histoire vraie, c'est adapté d'une histoire vraie d'un couple qui devient des meurtriers de manière assez étonnante et c'est adapté d'une histoire vraie. Je l'ai vu l'autre jour, enfin ce week-end. Stranger Things, j'ai pas suivi, je vous avoue que j'étais un peu saoulée. J'ai l'impression que toutes les saisons c'était un peu la même chose. Donc j'ai pas suivi, je pense que j'ai vu, pour très, très certainement j'ai vu la première et la seconde série, ça c'est sûr. La première et seconde saison. Je suis pas sûre d'avoir vu la troisième et je ne regarderai pas la quatrième. Parce que pour moi c'est un peu de la redite, je trouve pas qu'il y ait de l'évolution, beaucoup d'évolution. Tu as regardé HP? Non, ça me faisait pas envie. Je suis pas une fan d'Audrey Fleurot. J'en ai entendu des bonnes choses, mais voilà. J'ai pas priorisé ça. Oui, voilà, Simon Astier a pu faire Visitors grâce au succès de Hero Corps. J'adore Hero Corps. C'était hilarant. Moi, j'avais adoré cette série. Et donc, du coup, c'est pour ça j'ai un a priori positif avec Simon Astier. Donc, ça me donne d'autant plus envie de regarder Visitors. Quoi, Penny a fini par trouver un rôle? Eh ben oui, Oleg. En effet. Ah, il y a quand même Wanukas qui nous dit que ça change un peu quand même dans la quatrième saison. Ça va pas suffire à me remotiver à reprendre Stranger Things, hein, autant te dire. Alors, j'ai jamais regardé Better Call Saul, puisque c'est préquel de Breaking Bad. Je me suis jamais lancée dans Better Call Saul, parce que pour être honnête, Breaking Bad m'a saoulée. Euh, J'avais adoré la première saison de Breaking Bad, et j'avais trouvé que la deuxième saison, c'était la première en plus extrême. Et en fait, ça m'intéresse pas de voir des saisons comme ça. J'ai horreur d'avoir une redite d'histoire en plus gros. J'avais le même sentiment avec Succession, c'est la même chose quoi. C'est des magouilles, il n'y a pas d'évolution, c'est toujours plus gros. Et ça me saoule, ce genre de choses. Ça peut être super bien filmé, les acteurs incroyables, aucun doute là-dessus. Ils jouent super bien, ça me gonfle et je me suis ennuyée, donc j'ai arrêté, j'ai décroché de Breaking Bad. Et donc du coup Better Call Saul, autant vous dire que ça me donne absolument pas envie de regarder. Même si je crois que je peux quand même regarder, je pourrais quand même me lancer sans avoir regardé Breaking Bad jusqu'à la fin. Je ne peux pas rester sur une chaîne qui n'a pas regardé Better Call Saul. Ah là 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 là, Olek. Il va falloir négocier que je te fasse regarder une série que tu n'as pas envie de regarder et que moi je me regarde Better Call Saul. Il y a Game qui dit Better Call Saul un cran au-dessus de Breaking Bad quand même. Ah, tu me donnes envie, hein. Tu sais accrocher Guillaume là. Tu me donnes envie quand même. Parce que j'avais quand même beaucoup beaucoup aimé la première saison de Breaking Bad. C'est pas comme si je n'avais pas aimé. J'avais adoré la première saison. J'ai un petit peu vos commentaires. Ouais, il y a Andorre qui va arriver fin août, ouais, tout à fait. Pour les fans. You sur Netflix. Ouais, ça me donne pas trop envie non plus.
Ça fait quelques années là que c'est sorti. Donc, ouais, je l'ai pas. C'est avec un des acteurs de Gossip Girl d'ailleurs. C'est vrai que Breaking Bad est excellent, est très bon, mais Better Call Saul est excellent. Ah là là, mais les gens. Alors, la Casa des Papel, on peut en parler. Alors, quand je vous disais que j'aimais pas les séries où chaque saison c'est la même chose en plus gros, bah en fait, tu peux reprendre la Casa des Papel, c'est le même principe, sauf que c'est à chaque épisode. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, c'est à peu près la même chose. Tu sais qu'il va y avoir un cliffhanger, c'est exactement la même structure et c'est toujours plus gros. J'ai regardé une saison, mais j'ai pas tenu plus. Ça m'a saoulée. J'ai détesté cette série. En fait, elle se regarde parce qu'elle est addictive. Elle fonctionne super bien en termes de rythme. Les acteurs sont plutôt bons, franchement. C'est bien tourné et tout. C'est haletant. Mais en fait, intellectuellement parlant, j'ai l'impression de perdre des neurones à chaque épisode, quoi. C'était la même chose, on me resservait la même chose en réchauffé. C'était vachement difficile, Marion. Ouais, peut-être, hein, franchement. Autant il y a des choses, je pense, trop faciles. Genre, tu me donnes Vendavision, Loki, je suis une fan absolue. Même si ces séries sont pas parfaites, j'ai adoré ces séries. Euh, Qu'est-ce que j'ai adoré attendez, je regarde un petit peu les séries que j'ai regardées. Ah, ça change pas. TV Showtime est en galère. Donc, je peux pas vous dire ce que j'ai regardé. Mais non, je pense qu'il y a des choses où je suis plus intransigeante que d'autres, tout simplement, c'est tout. Et c'est vrai que je pense que la Casa des Papel, je suis déjà pas très encline à aimer ce genre de série, genre ce truc de thriller, enfin, de braquage, de machin, c'est pas ma passion, quoi. Enfin, et ça, c'est très très personnel. Il y en a qui vont plus aimer ça. Moi, je suis un peu au dos. Enfin, trucs romantiques, hein. Moi, je suis plutôt gentille avec les trucs romantiques. Je suis un peu fleur bleue, j'assume. Voilà. J'aime bien les trucs romantiques. J'adore les séries ados, genre Sex Education, j'avais adoré. Euh, The End of the Fucking World, j'avais beaucoup aimé, etc. Donc j'aime bien ces séries-là. Je suis moins sur les séries type braquage, policier, etc. Et ça, c'est vraiment une sensibilité personnelle, quoi. Ça n'a rien à voir avec la qualité des séries en tant que telle. Et donc du coup, tu vois, à même niveau entre une série romantique et une série braquage, bah, je vais être plus intransigeante sur une série braquage. Voilà, parce que j'ai une préférence personnelle. J'aime pas les histoires de flics, de dealers, de voleurs. Ouais, c'est pas trop ma cam. Voilà. HeroCorp, faut être très bon public. Ouais, je suis pas très bon public sur les séries humoristiques, pour être honnête, hein. Je suis très. Je suis loin de tout aimer. Mais HeroCorp, je pense que j'ai été prise sur les premiers épisodes avec quelques gags complètement absurdes et ridicules qui a marché. Et j'ai vraiment suivi. Par contre, on a regardé La Flamme et le Flambeau. Enfin, le Flambeau, on a regardé un épisode. Moi, j'ai dit stop après le premier épisode. La Flamme, les premiers épisodes étaient rigolos, mais en fait, après, chaque épisode, c'est les mêmes gags. C'est les mêmes gags. C'est insupportable. Genre, il y a une meuf qui joue le singe et elle va te faire les bruits de singe tous les épisodes, quoi. T'es juste. Genre, tu veux pas renouveler tes blagues un peu. Et genre, t'es là, bon, tu regardes un épisode, t'as vu toutes les blagues de la série, quoi. Je ne comprends pas le principe. Là, le comique de répétition, c'est assez limite quand même. Et donc, moi, la flamme, ça m'a saoulée, en fait. Donc, j'ai regardé quand même la saison pour voir si ça allait être mieux. Ça n'a pas été mieux. J'ai regardé le premier épisode du Flambeau, j'ai fait c'est bon. Un épisode, j'ai vu, je ne continuerai pas. C'est encore pire. Et pourtant, j'aime beaucoup les acteurs. Les acteurs de la série sont chouettes. C'est des très très bons. Enfin, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, des acteurs français que j'aime beaucoup, qui sont très chouettes. Mais juste, soit je suis pas sensible à ce type d'humour,
Et c'est possible, hein. Franchement, l'humour, c'est très très personnel, hein. Donc voilà. Essaye Heartstopper. Ça réchauffe le cœur. Ouais, en fait, Ali Moshi Moshi, c'est à peu près le genre de série où je suis à peu près sûre que je vais beaucoup aimer. Donc pour l'instant, je me la mets de côté. C'est pas ma priorité, mais oui, tout le monde en parle, j'ai vu. Ça tombe pile poil dans le type de série que je vais aimer. Donc pour l'instant, je la laisse un peu de côté. Only Murders in the Building, j'ai trop envie de la voir, Laurent. J'ai pas vu la saison 1. J'ai entendu que des bonnes choses. Ça a l'air assez décalé et nouveau. Je trouve le pitch ressemble pas à un autre pitch de série. Et ça me donne vachement envie de le voir. Mais j'ai pas encore sauté le pas. Il y a tellement de séries là. Donc voilà. Bridgerton, je regarde. Voilà, typiquement, ça c'est shame. J'ai honte de regarder Bridgerton, mais j'ai regardé la saison 1, saison 2. Pour tout vous dire, j'ai tellement honte que j'ai lu tous les livres parce que j'étais curieuse de voir les différentes intrigues amoureuses. Et quand je vous dis que je suis très fleur bleue, typiquement, tout ce qui est Jane Austen, etc., je suis à fond, quoi. Alors, je vais pas comparer Jane Austen à Bridgerton, c'est quand même pas le même niveau, hein, faut pas abuser, hein. Il y a un vrai discours dans les livres de Jane Austen, mais j'aime bien l'époque, j'aime bien les manières de l'époque, etc. Et Bridgerton, je trouve ça rigolo. Mais typiquement, c'est une série où je sais que je pose mon cerveau. C'est le Casa des Papel côté romance, quoi, pour moi. Et je suis beaucoup plus intransigeante, mais je reconnais, j'ai un peu honte d'aimer Bridgerton, mais ça marche complètement avec moi. Voilà. Et j'aime pas tout, hein, mais voilà. Merci Samuel, il est 9h25. Killing Eve, oui, je l'ai vu, j'ai terminé Killing Eve, Canal+. Mais je te laisse voir la dernière saison, j'en parle pas. Comme ça, je te laisse découvrir avec surprise. Voilà. Baby Driver, c'est trop bien. J'adore ce film. Je l'ai vu, je crois, 2 ou 3 fois au cinéma, tellement j'ai aimé. Bref, sur ce, il est 9h26. Il est quand même temps que je vous laisse. J'ai bien noté Better Call Saul. Voilà. Comme il y a déjà beaucoup de séries, je vous promets pas de le regarder rapidement, mais c'est noté. Only Murders in the Building, j'aimerais vraiment, vraiment le voir. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Et puis d'ici là, passez une excellente semaine. Et puis je vous retrouve très très vite. Bonne journée à tous, bonne fin de semaine. Bye bye.